Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Grâce à la complicité et à l'amitié de nos amis du Centre laïque audiovisuel, j'ai l'occasion de vous présenter aujourd'hui un entretien avec le philosophe Luc Ferry. Voici ce film reportage. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'Europe, devant le Parlement européen. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec le philosophe français Luc Ferry. Luc Ferry a été ministre de l'Éducation nationale en France, mais c'est surtout un pédagogue subtil de l'enseignement de la philosophie, comme il l'a illustré par exemple dans ses ouvrages qui ont connu un grand succès, comme Apprendre à vivre ou Qu'est-ce qu'une vie réussie. Le dernier livre de Luc Ferry, De l'amour, une philosophie pour le XXIe siècle, aborde justement la conception qu'a ce philosophe de l'avenir de l'Union européenne. Place maintenant à notre rencontre avec Luc Ferry. Luc Ferry, vous expliquez que le nouveau principe de sens, selon vous, c'est l'amour après le principe cosmologique, le principe théologique, le principe d'humanité et celui de la déconstruction. En quoi ce principe de l'amour est aujourd'hui central, je dirais, pour mener une vie bonne? D'abord, c'est moi qui vous remercie, c'est très gentil à vous de m'avoir invité. Alors, l'idée que j'ai, je vais vous la raconter un peu, c'est qu'en effet, parmi toutes les passions démocratiques, pour parler comme Tocqueville parlait des passions démocratiques, ça veut dire les passions qui sont les plus communes, au fond, c'est ça que ça veut dire chez lui. Il y a la peur, il y a la colère, il y a l'indignation, on a toute une pléiade de passions démocratiques, et parmi toutes ces passions démocratiques, ce que je pense, c'est que l'amour a un statut particulier qui est lié à ce que j'ai appelé par ailleurs la révolution de l'amour, c'est-à-dire dans la vieille Europe, le passage du mariage arrangé par les familles et par les villages, comme c'était le cas au Moyen-Âge, au mariage choisi par les jeunes gens par amour et pour l'épanouissement de l'amour. Et au fond, ce passage-là, il s'est fait dans la vieille Europe seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Dans mon enfance encore, une jeune femme, une jeune fille ne se marie pas facilement sans l'autorisation du père de famille. Et dans les villages, le mariage est l'occasion de réconcilier, par exemple, des familles qui sont fâchées, de mettre ensemble des parcelles de terrain qu'on cultivera plus facilement. Bref, c'est un enjeu communautaire. C'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale que, dans nos vieilles démocraties, le mariage d'amour devient la règle. Et cette révolution, qui est en apparence seulement historico-sociale, si vous voulez, sociologique, elle va avoir des effets majeurs, et notamment cet effet que l'amour est aujourd'hui ce qui donne du sens à nos vies. C'est pas simplement une passion parmi d'autres, un sentiment parmi d'autres, encore une fois, comme la colère, la jalousie ou l'indignation ou la peur, grande passion démocratique, mais c'est ce qui va donner du sens à nos vies. Et donc, l'une des grandes questions philosophiques aujourd'hui, c'est celle de la sagesse de l'amour. C'est au fond, pour le dire très bêtement et très simplement, comment vivre avec ceux que nous aimons, sachant que dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Et donc, comment vivre, quel principe de sagesse de l'amour? C'est pas une question morale, c'est vraiment une question existentielle. Et c'est cette question qui m'intéresse dans ce livre. Vous dites, c'est au fond, après l'impératif catégorique de Kant, de la loi, il y a maintenant l'impératif catégorique de l'amour. Vous pouvez préciser cette idée? L'idée que j'ai, elle est très simple, hein, mais elle est à mes yeux absolument cruciale, c'est que nos petites existences d'humains mortels, elles s'orientent, si vous voulez, par rapport à deux sphères de valeurs qu'on confond en permanence et qui en vérité sont tout à fait séparées. D'un côté, il y a les valeurs morales, et puis de l'autre côté, ce que j'appelle les valeurs existentielles ou spirituelles. En deux mots, les valeurs morales, c'est quoi? L'essentiel, c'est un, le respect d'autrui, et deux, la gentillesse, la bonté. Vous vous conduisez moralement avec vos amis, vos voisins, votre famille, vos collègues de bureau, quand vous êtes respectueux des autres et quand vous êtes, si possible, bienveillant avec eux, que vous vous souciez d'eux. Bon, je ne connais pas de morale, que ce soit celle de Jésus, de Bouddha ou les grandes morales républicaines qui recommandent la violence et la méchanceté. On a toujours ces deux principes. Pour nous, aujourd'hui, c'est, disons, le respect des droits de l'homme, c'est la charte du respect d'autrui, plus
la bienveillance, la bienfaisance, la gentillesse, la bonté. Bon. Imaginez la petite fable suivante et vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Imaginez qu'on ait la baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte que tous les humains se conduisent moralement sur la surface de la planète aujourd'hui. Il n'y aurait plus de guerre en Syrie, il n'y aurait plus de génocide, il n'y aurait plus de massacres, on n'aurait plus besoin de police, d'armée, de justice, il n'y aurait plus de viols, plus de vols, probablement plus d'inégalités sociales très grandes. Ça ne vous empêcherait pas de mourir, ça n'a rien à voir, vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça ne vous empêchera même pas d'être malheureux en amour. On peut être malheureux en amour, toute la grande littérature romanesque raconte l'histoire de gens épatants moralement, mais malheureux en amour, ça n'a rien à voir. La logique de l'amour et celle de la morale sont distinctes. Ça ne vous empêchera pas de connaître le deuil d'un être aimé, vous pouvez être très gentil et qu'on vous dise qu'un de vos enfants est mort d'un accident de voiture. Ça ne vous empêchera même pas de vous ennuyer dans la vie. La question de l'ennui, de la banalité de la vie quotidienne, avoir tous les soirs la même femme dans le même lit, accessoirement le même homme, avoir les mêmes nez au milieu des mêmes figures au bureau, ça peut être fastidieux et on peut rêver comme Rimbaud que la vraie vie est ailleurs. Voilà, toutes ces questions-là, la question de la mort, la question de l'amour, la question de l'ennui, sont des questions qui ne relèvent pas de la morale et qui appartiennent à ce que j'appelle la spiritualité laïque, la vie de l'esprit. Voilà. Elle touche à la problématique de la vie bonne pour les mortels. C'est ça la problématique fondamentale de la philosophie. Il y a deux types de réponses et je m'arrête là. Il y a des réponses à la question de la vie bonne, la question de la sagesse, c'est la même question. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi et ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des réponses à la question de la vie bonne qui passent non pas par Dieu et par la foi, mais par la lucidité de la raison et par les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire par nous-mêmes, et c'est les grandes réponses philosophiques. Si vous lisez Spinoza, l'éthique par exemple, eh bien Spinoza vous promet que si vous le suivez, vous aurez une éternité de joie, c'est pas rien, c'est le souverain bien, c'est la vie bienheureuse, mais il le promet sans passer par la foi religieuse et sans passer par Dieu. Voilà, c'est ça fondamentalement la philosophie, et donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans cette problématique de l'amour, c'est que c'est le nouveau principe de sens des modernes, voilà, pour des raisons de fond, et ça a des conséquences sur le plan quotidien comme sur le plan intellectuel gigantesques. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que le fait d'être philosophe de profession, qu'est-ce que la philosophie a eu comme influence sur votre activité politique? On pourrait d'ailleurs pas. L'actuel ministre de l'Éducation nationale est aussi philosophe. Oui. Et inversement, est-ce que le passage dans le monde politique a renforcé certaines de, je dirais, de vos analyses, de vos convictions philosophiques? Ou bien ce sont deux mondes tout à fait étanches? Non, non. Il y a d'ailleurs une très grande tradition d'hommes politiques philosophes ou de philosophes qui sont devenus politiques et des beaucoup plus célèbres et beaucoup plus grand que moi. Tocqueville a été ministre des Affaires étrangères, Chateaubriand aussi, Malraux a été ministre de la Culture, enfin il y en a beaucoup d'autres, Victor Hugo a été sénateur comme vous. Il y a eu toute une tradition Romain Gary a été consul, enfin d'écrivains ou d'intellectuels et même de philosophes à proprement parler qui ont été ministres, sénateurs, ambassadeurs, enfin qui ont eu un rôle dans la cité, un rôle politique. Non, et mon ami Vincent Peillon est en effet philosophe, et donc qui est ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. C'est dans les deux sens. D'abord, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris plus de choses en 2 ans de ministère sur la réalité économique, budgétaire et politique, sur l'histoire telle qu'elle bouge, sur cette espèce de magma insaisissable qu'est l'histoire des humains, l'histoire de la cité. J'ai appris plus de choses en 2 ans qu'en 40 ans. Et c'est de ce point de vue-là absolument passionnant. Et d'un autre côté, j'avais des objectifs pédagogiques, éducatifs très clairs, et je n'ai d'ailleurs absolument pas changé, et qui étaient tout à fait liés à la réflexion philosophique sur ce que doit être l'éducation. Alors je ne dis pas que j'ai raison pour autant, mais en tout cas j'avais un cap très clair dans ce ministère, et je pensais que l'éducation, oui bien sûr, c'est le travail de l'autonomie. Il faut que nos enfants réussissent à penser par eux-mêmes, il faut qu'ils deviennent adultes, mais c'est aussi l'éducation, c'est pas simplement la liberté ou l'autonomie, c'est aussi la culture, c'est aussi la maîtrise des fondamentaux. Enfin, j'avais sur ces sujets-là un regard très clair. Encore une fois, je ne dis pas que ça veut dire que j'avais raison, mais un regard très clair qui était un regard évidemment philosophique. Et je suis convaincu que mon camarade Vincent Peillon a aussi des idées, d'ailleurs on le voit bien, tout à fait claires sur l'éducation et qui lui viennent de la réflexion philosophique. Donc c'est vraiment un échange entre les deux qui est tout à fait passionnant.
Vous pensez aujourd'hui qu'il faut, d'une certaine manière, réhabiliter la culture générale. Je citerai la phrase de Régis Debray, il faut avoir eu des maîtres pour pouvoir se passer de maîtres, dans un monde où tout se vaut, ou un peu à l'image de ce qu'explique Alain Finkielkraut il y a longtemps déjà, mais dans la défaite de la pensée. Est-ce que nous, en plus, ici, en Belgique, où il n'y a pas de cours de philosophie, où il y a un débat politique sur l'introduction ou non d'un cours de philosophie, quel est votre sentiment par rapport vous avez des cours de morale laïque, ce qui est malgré tout assez proche, enfin, ce qui tient lieu de, disons. Mais alors, moi, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Alain Finkielkraut et pour Régis Debray, mais eux s'inscrivent dans une perspective, disons, néo-républicaine. Vous savez, c'est la distinction que fait Régis Debray entre la République et la démocratie, et donc dans une perspective, même s'il s'en déforme, mais c'est quand même malgré tout la vérité, qui est une perspective, disons, nostalgique. Au fond, ils ont la nostalgie des valeurs de la Troisième République. Bon, c'est pas du tout mon cas, mais je pense que le grand problème éducatif aujourd'hui, le problème de fond, hein, je parle pas de tel ou tel aspect particulier, parce qu'il y en a mille, bon, parce qu'après on peut parler des différents niveaux, des différents problèmes qui se posent, l'enseignement du latin, du grec, l'enseignement professionnel, c'est pas la même chose. Bon, le problème principal, c'est qu'on a vécu un XXe siècle de déconstruction des traditions comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a cassé la figuration en peinture, on a cassé la tonalité en musique, on a déconstruit les règles traditionnelles du roman avec le nouveau roman, on a cassé même les règles traditionnelles du cinéma avec la nouvelle vague, avec Godard, on a cassé les règles traditionnelles de la danse avec Pina Bausch, par exemple en Allemagne, ou Béjart ici même, on a cassé les règles traditionnelles, je dirais même des grandes morales religieuses ou laïques, hein, ce qu'on appelait la morale bourgeoise. Bon. Et alors, cette déconstruction a eu des effets d'émancipation parfois formidables. Par exemple, l'émancipation des homosexuels et des femmes, qui est vraiment une histoire du XXe siècle, et même de la deuxième moitié du XXe siècle. Pensez que dans l'Organisation mondiale de la santé, en 1990, l'homosexualité était encore définie comme une maladie. Bon, et là, moi qui suis favorable au mariage gay, je suis très frappé de voir quand même à quel point, sur des questions comme celle-là, la société a évolué. Donc on a... il ne s'agit pas de dire que la déconstruction des traditions, c'est ça qui me séparerait de mes camarades Régis Debray et Alain Finkielkraut, qui ne voient au fond cette histoire de la modernité que comme une histoire du déclin finalement, même si encore une fois ils disent les choses de manière plus nuancée que je ne le dis là, mais malgré tout, leur pathos, si vous voulez, c'est le pathos du déclin. C'est au fond, tout fout le camp et c'était mieux avant quand l'inspection générale tenait la classe de philosophie et quand on avait des bonnes, vraies valeurs républicaines. Bon, c'est pas et des blouses grises et des plumes sergent-major. C'est pas du tout mon point de vue. Je pense que cette histoire de la déconstruction, qui est d'ailleurs aussi une histoire des innovations, c'est pas simplement de la déconstruction. Innovation sur le plan scientifique, technique, mais aussi sur le plan esthétique, par exemple, et sur le plan des mœurs, comme je le disais à l'instant. Je pense qu'on ne peut pas porter un jugement global négatif sur cette histoire-là. Elle a des aspects absolument formidables. Par exemple, le passage du mariage arrangé au mariage d'amour. Quelle femme voudrait aujourd'hui revenir au mariage arrangé ? Et même quel homme ? Personne. Bon, évidemment, la liberté et l'amour, c'est 1000 fois plus dangereux et 1000 fois plus compliqué que la tradition. Et donc je ne suis pas du tout pour un retour à la tradition. Moi je ne suis pas du tout réactionnaire, ni même conservateur. Mais c'est vrai que j'observe que dans le domaine de l'école, il y a évidemment, dans cette déconstruction des traditions, des effets terriblement délétères. Notamment sur deux secteurs, pour des raisons très profondes, qui sont, un, la maîtrise de la langue, et deux, la maîtrise de la civilité. Pourquoi ? Parce que la langue et la civilité, ce sont des patrimoines, ce sont des héritages. Vous n'avez pas inventé le français, moi non plus, personne n'a inventé le français. Les règles de grammaire, chouï, bougenou, caillou, etc., de notre enfance, c'est totalement traditionnaliste, c'est totalement de l'héritage, c'est totalement du patrimoine. De même que les règles de politesse. Quand vous terminez une lettre et que vous dites « Monsieur, madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », c'est pas du tout spontané et créatif, c'est purement traditionnel. Donc dans les secteurs traditionnalistes, si je puis dire, patrimoniaux, la déconstruction des traditions a eu des effets navrants. Et là, ils ont raison, évidemment, quand ils critiquent. Ils ont parfaitement raison, mes camarades néo-républicains. Mais en revanche, il y a d'autres domaines dans lesquels cette déconstruction et innovation du XXe siècle a eu des effets absolument magnifiques. La libération des femmes. J'étais l'autre jour en Suisse, je le précise pour des raisons parfaitement honorables, mais j'étais reçu dans l'Appenzell par le maire de la petite ville qui m'invitait gentiment et je lui demandais quelle était la date à laquelle les femmes du canton de l'Appenzell avaient obtenu le droit de vote. Eh ben, c'est le 28 avril 1991.
Donc quand je dis ça à ma grande fille, elle me regarde comme si je sortais de Jurassic Park. Et donc il y a eu des effets extraordinairement positifs dans cette émancipation, dans cette histoire de la liberté, au fond, au XXe siècle. Il y a eu des effets délétères et des effets positifs. Et donc le problème, c'est que parfois même dans la philosophie, on fait comme dans les news magazines, comme dans les hebdos, on fait des pour-contre. Ça amuse beaucoup les gens. Moi, j'aime pas ça. Voilà, je dirais que la révolution de l'amour, l'invention du mariage d'amour, c'est génial, c'est une merveille, même si c'est très difficile et que ça entraîne beaucoup de divorces. En revanche, la crise de la maîtrise de la langue, c'est pas une merveille. Voilà, mais j'ai pas envie de m'installer dans un fonds de commerce où je gérerais le pessimisme nostalgique ou au contraire l'optimisme béat. Voilà, comme disait Bernanos, si l'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste n'est en général qu'un imbécile malheureux. Voilà, c'est profondément ce que je pense. Donc je me situe vraiment tout à fait au-delà. Mais c'est sincère, c'est pas pour faire l'intéressant, c'est vraiment ce que je pense profondément de ce débat entre pessimistes et optimistes, entre voilà, ceux qui sont des partisans du retour en arrière et ceux qui pensent que la modernité est géniale. Au fond, Michel Serres d'un côté trouve que tout est formidable dans la modernité, et la petite poussette, et mon ami Finkielkraut trouve que tout fout le camp. Voilà, même s'il le dit de manière plus intelligente que ça, parce que c'est un homme très intelligent et cultivé. Encore une fois, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui, c'est pas le problème. Mais je ne me reconnais ni dans Petite Poussette, ni dans la défaite de la pensée. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le débat, je simplifie bien sûr et je caricature, entre universalisme, communautarisme et tous les débats qui agitent aujourd'hui le rapport entre le profane et le sacré, entre l'Église et l'État? Alors pour aller à l'essentiel, je pense que le sacré, ça n'est pas le religieux. Je pense que le sacré, d'ailleurs ça s'entend en français, c'est ce pourquoi on pourrait se sacrifier. Donner sa vie ou la risquer en tout cas. Et dans l'histoire de l'Europe, il y a trois figures du sacré. Il y a, au fond, on est mort pourquoi? C'est l'histoire du sacrifice en masse. On est mort, et je reviendrai après la question de l'universalisme, mais c'est pour la préparer. On est mort en gros pour Dieu. Les guerres de religion depuis François Ier ont été une abomination. Ce qu'on a fait au nom de l'amour est hallucinant dans les grandes religions. La Saint-Barthélemy, on embroche vivant des enfants de 5 ans qu'on fait retirer dans l'âtre. Tout ça au nom de l'amour du Christ. Bon, protestants et catholiques communient quand même en principe dans une théologie de l'amour. C'est hallucinant. Bon, on est mort en masse pour la patrie, pour la nation. La Deuxième Guerre mondiale a quand même fait 53 millions de morts. Et on est mort en masse pour la révolution. La révolution culturelle chinoise a fait 70 millions de morts. On sciait les gens vivants entre des feuilles de palmier. Ce sont les trois grandes figures du sacrifice dans l'histoire de l'Europe. Et ce que je dis simplement, c'est que ces trois grandes figures du sacrifice, sous l'effet de la grande déconstruction des traditions qui caractérisent le XXe siècle, ces trois grandes figures du sacrifice, elles ont été liquidées en Europe. Et moi, je ne suis pas du tout nostalgique de ça. Vous voyez, j'ai des amis à gauche qui sont nostalgiques de la Révolution, à droite de la nation et de la patrie. Et je me dis toujours qu'au contraire, la liquidation de ces motifs de sacrifice, de ces entités mortifères, Champagne, c'est la meilleure nouvelle du millénaire. Et je dis que grâce à la Révolution de l'amour, cette modification, cette invention de la famille moderne, qui n'est pas la famille de Pétain, hein, c'est la famille d'amour et de liberté, c'est pas travail, famille, patrie, hein. Eh bien, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies aujourd'hui dans la vieille Europe, hein, il y a des fous de Dieu et des nationalistes ailleurs, mais dans cette vieille Europe qui a connu justement cette histoire de la liberté, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies, peut-être même à les donner, ce sont des personnes, évidemment celles qui sont sacralisées par l'amour, mais même celles qu'on ne connaît pas. On sait qu'il faut y aller, qu'il faut les protéger, qu'il faut les défendre si elles sont agressées ou mutilées ou en danger de mort. Et donc voilà, je trouve que de ce point de vue-là, ce XXe siècle, ce XXIe siècle dans lequel nous sommes entrés, moi, je le trouve plutôt formidable. C'est pour ça que je ne suis pas néo-républicain. Et je suis quand même, évidemment, je conserve du premier humanisme tout son côté universaliste. Par exemple, je suis contre l'affirmative action, contre la discrimination positive, que je trouve tout à fait injuste et en plus totalement inefficace. Donc je ne suis pas pour la parité, par exemple. Je ne suis pas pour des quotas dans les universités, comme on a fait en Inde et puis aux États-Unis. Donc je suis tout à fait universaliste, mais je pense que cet humanisme républicain, disons, héritier des Lumières, il faut le conserver
tout ce qu'il a de positif. Je suis rationaliste, je suis pour la liberté, je suis universaliste en ce sens-là, mais que ce qui a fait vraiment bouger les gens, c'est beaucoup plus l'histoire de l'amour que l'histoire de la liberté et de la raison. C'est beaucoup plus la naissance d'une sympathie au sens étymologique. Sympathos, par exemple, souffrir avec. En allemand, c'est Mitleid, c'est la même étymologie qu'en grec. Pardon, c'est pas par cuistrerie que je dis ça, mais c'est parce qu'on l'entend mieux dans ces langues-là que s'est développée toute la dimension, par exemple, de soucis humanitaires de l'autre, qu'on peut toujours tourner en dérision. Moi, pas. Je suis du côté des naïfs et partisan de l'humanitaire. Vous citez Christian Saint-Étienne dans votre livre, Oui. et il fait une proposition, je trouve, qui est intéressante, Oui. c'est-à-dire de limiter l'Europe, de la réduire pour qu'au fond elle devienne une vraie Europe fédérale. Oui. Vous pensez que ça, c'est une piste réelle pour sortir de la crise aujourd'hui européenne, de l'identité européenne? Oui, j'en suis. D'abord, jamais aucune monnaie n'a existé dans le monde s'il n'y a pas un souverain derrière. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. C'est un souverain fort, il y a une puissance politique. Avoir dans la zone euro 17 taux d'intérêt différents, c'est-à-dire 17 motifs de spéculation pour les marchés différents, c'est juste une pure connerie. Voilà, je ne comprends même pas qu'on puisse rester là-dedans. Donc, ou bien on sort de l'Europe et on est Front National ou souverainiste de gauche nos vieux pays sont morts, on sera liquidés, balayés, ou bien on fait une Europe fédérale à 10 ou 12, avec une possibilité de rejoindre le peloton par les autres, sous certaines conditions, et si on fait une Europe vraiment fédérale, c'est au moins avec un ministère des Finances commun. On pouvait se passer, eh bien on sort de la crise en 48 heures, on pouvait se passer, si vous voulez, d'une Europe fédérale quand il n'y avait pas la concurrence de l'Inde et de la Chine et des BRICS. Mais là on est à poil dans la neige, enfin c'est ridicule ce qu'on fait en ce moment. Donc il faut être capable de faire une vraie Europe fédérale, et c'est pas simplement évidemment une question financière, économique et commerciale, bien que ce le soit aussi. Mais à mes yeux, et je ne veux choquer personne, mais l'Europe, si vous voulez, sur le plan esthétique, sur le plan de la grandeur des civilisations, il y a X autres civilisations qui sont aussi grandes que l'Europe. Enfin, la civilisation chinoise était déjà grandiose 6000 ans avant l'Europe moderne, quand on courait encore tout nu dans la forêt, nous, Belges ou Français. Donc il y a des civilisations grandioses. Mais l'Europe a une caractéristique particulière sur le plan de la civilisation, ce que Kant avait déjà vu dans un petit texte génial qui date des années 1784, Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières, c'est que c'est la civilisation de l'autonomie. C'est la seule civilisation dans laquelle on va couper du religieux, en tout cas sur le plan politique et sur le plan artistique, ce qui est très important. Et c'est la seule civilisation dans laquelle nous, vous et moi, mais aussi nos femmes ou nos enfants, quand ils passent les 18 ans, sont traités comme des adultes et pas comme des mineurs. C'est ça l'Europe. Et c'est pourquoi j'y tiens. C'est pas simplement, vous voyez, la civilisation de la liberté démocratique des droits de l'homme. Non, c'est aussi la civilisation dans laquelle on traite les humains comme des adultes. C'est la sortie de la minorité, disait Kant. Et ça, je pense qu'il faut absolument y tenir, et que si on ne fait pas cette Europe fédérale, au fond, comme l'infrastructure économique de cette Europe de la civilisation, de l'autonomie, eh bien, on sera balayé. Voilà. Et donc, quand je vois les souverainistes de gauche ou de droite, évidemment, qui tirent de bons arguments de la crise et de la bêtise de nos dirigeants européens, ou de la couardise de nos dirigeants européens, parce que en fait, ils sont pas bêtes, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Madame Merkel ou François Hollande ou avant Sarkozy, ce sont des gens qui sont pas idiots. Votre Premier ministre, que je connais un peu, est quelqu'un de très intelligent, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'ils ont cette bêtise ou ce manque de courage de ne pas être capables, voilà, de sauter. Alors c'est un peu un saut dans le vide, je reconnais, mais dans cette Europe fédérale, au moins par le biais d'un ministère des Finances commun. Si nous n'avons pas, face à l'Inde et à la Chine, une politique économique, financière et sociale par rapport à une monnaie chinoise qui est évidemment sous-dévaluée, par exemple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste on sera balayé. Et en revanche, si on avait une vraie Europe fédérale, le courage d'avoir une vraie Europe fédérale, et la responsabilité partagée, parce que les Français veulent pas de solidarité budgétaire avec l'Allemagne, ils veulent pas que l'Europe ait un droit de regard sur notre budget. Bon, ils veulent continuer à creuser les déficits. Bon, les Allemands veulent pas payer pour Chypre et pour les Grecs. Donc tous ces nationalistes s'arrangent entre eux. Alors que si on avait une vraie Europe fédérale, au moins sur le plan financier, social et économique, je prétends qu'on sort de la crise en 48 heures. Vous
vous jouez souvent dans vos livres à Qu'est-ce que j'emporterais sur l'île déserte. Ah oui, Si oui. vous deviez emporter un livre, vous emportiez quel livre, Luc Ferry, s'il sur fallait vous m'en votre île donniez quand même déserte? deux. Si je devais emporter un livre, ce serait l'Évangile de Jean, bien que je ne sois pas du tout croyant, mais je pense que la théologie de l'amour que le christianisme nous a léguée est quand même vraiment magnifique. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi une philosophie de la liberté, il y a aussi dans l'Évangile de Jean, il y a cette idée qu'on doit renvoyer l'homme à son forum intérieur. L'épisode de la femme adultère est un moment de pur génie, enfin vraiment absolument génial. Même si je ne suis pas croyant, c'est ça que j'emporterais. Et paradoxalement, si je devais avoir un deuxième livre, probablement ce serait un grand livre de Nietzsche. Peut-être bien le Crépuscule des idoles. Bien que je ne sois pas non plus Nietzschéen. Voilà. Luc Ferry, un tout grand merci pour cet entretien. Merci à vous surtout, vous êtes très gentil. Merci infiniment. Merci.